Bonjour et bienvenue à Pharaon Magazine. Alors pour cette dernière vidéo de l'année 2021, nous vous proposons de refaire un point un petit peu sur la géographie de ce qu'on appelle l'Empire égyptien. Alors c'est vrai que on a une certaine littérature, une certaine image de la puissance égyptienne, notamment au Nouvel Empire, et de son extension. Alors cette image est vraiment biaisée parce que on interprète parfois très librement en fait les données géographiques que l'on peut avoir dans les documents égyptiens, même dans les archives des puissances adverses. Alors voici effectivement un exemple d'empire égyptien tel qu'on le présente à son extension sous l'époque de Ramsès II, des premiers Ramsès. Alors effectivement ça va remonter très très loin dans le nord, hein, donc on est vraiment aux marches de la Turquie moderne. Donc le Hatti, ça atteint la ville de Karkemish. Donc là on est vraiment Syrie du Nord, Nord-Nord et Turquie. Ça va jusqu'au milieu, même et ça déborde assez largement vers la Libye, et ça descend très très bas à la 6e cataracte, donc même jusqu'à la ville moderne de Khartoum. Alors, c'est vraiment une image, et on va le voir tout de suite, biaisée. En fait, quand on remet en perspective les données géographiques et certaines études poussées, alors je pense notamment à ce que Claude van der Sleyen, qui nous a quittés il y a quelques jours, a écrit sur le sujet. Van der Sleyen s'est toujours montré très prudent sur la géographie. En fait, il n'a pas voulu voir une géographie expansive de l'Égyptien ancien. Alors, est-ce qu'il a été trop prudent sur son interprétation? Voilà, après chacun a son avis. Mais il a au moins le mérite de pouvoir réorienter un petit peu les données et de réinterpréter un certain nombre de textes pour replacer les régions et les provinces ou les peuples qui sont cités par les documents égyptiens. Alors si on met un petit peu en perspective tout ça, nous avions publié à Pharaon Magazine cette carte. Alors, de prime abord, effectivement, c'est compliqué, mais en fait, nous sommes vraiment au Proche-Orient. Voilà, donc nous sommes ici, en fait. Et quand on regarde un petit peu les données, donc là, j'ai repris les données de Marc Gabold et de Claude van der Sleyen, on constate en fait qu'il est très difficile encore aujourd'hui de fixer une géographie des provinces, des régions ou des royaumes qui sont cités dans certains documents et notamment à l'époque d'Amarna. Alors si on prend effectivement le Karou, en fait le Karou selon l'égyptologue, en fait, soit on est vraiment très proche du Sinaï, hein, on est vraiment au sud d'Israël et de la bande de Gaza. D'autres égyptologues vont le placer un petit peu plus haut, donc là on est le nord Israël, Liban. Si on prend la région du Retenou, alors le Retenou c'est vraiment une des régions clés en fait pour les Égyptiens, on le place effectivement en général très proche du Sinaï. Donc là-dessus il n'y a pas de gros soucis. Après si on remonte effectivement on a le Tarsi, on a le Moab, donc qui apparaissent vraiment assez tardivement dans les textes égyptiens. Et là on voit effectivement que le Tarsi, on le place de deux manières, soit vraiment à l'est de la mer Morte, donc ici, soit vraiment au cœur Israël-Liban. Donc là, effectivement, on a deux positions. Loupé, donc la province de Oupé, là on sait que c'est effectivement dans ce niveau-là. Par contre, ce qui nous pose problème, effectivement, c'est de bien placer l'Amourou à la fameuse région du Nahariya, qui nous pose effectivement un petit souci de localisation. Et une autre province clé, hein, c'est le Noukash-C. Alors, selon effectivement la position qu'on va lui donner, soit on le place vraiment dans le nord,
soit un petit peu plus bas. Et là on voit bien effectivement qu'entre Gabold et van der Leyen, on a deux approches très différentes à ce niveau-là. Mais c'est quelque chose de très très important. Par contre, ce que l'on comprend rien qu'en replaçant un petit peu ces toponymes, c'est que en fait nous sommes très très loin de l'extension impériale, dite impériale, de l'Égypte, que ce soit sous la 18e ou que ce soit sous les Ramsès. Alors oui, effectivement, on a des expéditions qui remontent très très loin dans le nord. On sait que Toutmose III, à un moment donné, va traverser ce qui pourrait être l'Euphrate, même si on peut avoir des doutes sur l'interprétation, effectivement, des textes. Même s'il traverse l'Euphrate, en aucune manière, je dis bien en aucune manière, les Égyptiens vont instaurer leur influence, leur pouvoir aussi haut. Parce que déjà, c'est beaucoup trop loin de leur base arrière, et surtout contre le Mitanni, parce qu'à l'époque de Thothmes III, c'est le Mitanni qui est le principal adversaire. Le Mitanni, en fait, il est à l'est de l'Euphrate. Donc, pour les Égyptiens, c'est avant tout une démonstration de force, mais il n'est pas question d'étendre aussi loin leur influence. Et d'ailleurs, les Égyptiens, lorsqu'on regarde vraiment toutes les campagnes, en fait, ils ne remontent jamais aussi haut. La zone d'influence, et ça on le voit très très bien dans les textes, c'est Katna, c'est Kadesh. Même la région d'Alep, qu'on suppose être citée à plusieurs reprises, même si elle est atteinte, elle n'est jamais occupée, elle n'est jamais sous influence directe des pharaons. Ça c'est quelque chose de très très important à noter. Effectivement, les pharaons vont vraiment vouloir imposer une zone d'influence. Ce n'est pas un empire dans le sens où c'est directement géré, administré et contrôlé par les Égyptiens, parce que les princes locaux, les principautés, les royaumes restent d'actualité. Par contre, effectivement, ils sont sous influence, sous la protection de l'Égypte. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on va avoir un agglomérat, effectivement, de petites cités-États, et tous les problèmes qui vont avec de révolte, parce que ces cités-États vont donner leur allégeance au pouvoir le plus influent à un instant T. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que il faut faire très attention effectivement à ce genre de carte qui nous présente un empire égyptien extrêmement vaste, mais non, il est clair qu'au Proche-Orient, il y a des zones d'influence effectivement, mais qui ne sont pas aussi étendues. Et d'ailleurs, même sous Ramsès II, la zone d'influence en fait va rapidement reculer. On ne va plus atteindre la ville de Kadesh, mais on va aller plutôt vers Oupé et vers le Liban actuel. Si on regarde un petit peu ce qui se passe effectivement, marche libyque et dans le sud, pareil, aux marches libyques, les Égyptiens vont avant tout contrôler les frontières avec un réseau de forteresses, mais pareil, on n'a pas d'occupation extrêmement forte, on n'a pas une administration extrêmement forte. Au sud, c'est autre chose, effectivement, dans le pays de Kouch, donc tout le grand sud, donc au-delà d'Éléphantine, les Égyptiens vont contrôler, vont administrer directement le territoire. Mais là, attention, pareil, déjà, les Égyptiens ne vont jamais contrôler aussi bas la Nubie, ils vont s'arrêter essentiellement au niveau de la 5e cataracte, et encore assez peu de temps. Effectivement, ils vont l'atteindre sous la 18e dynastie, mais en fait, par prudence, ils vont refluer, et la ville pivot en fait du très très grand sud, c'est la ville de Meroé, enfin c'est la ville de Napata et du Djebel Barkal. Même sous Ramsès II, alors même si effectivement Ramsès II et les Égyptiens contrôlent au-delà d'Abou Simbel, Abou Simbel fait partie effectivement du pivot de la présence égyptienne en Nubie. Donc voilà, donc faites très attention effectivement à ce genre de cartes, parce que ces cartes sont biaisées, et surtout elles nous confortent dans une idée d'un empire égyptien extrêmement vaste, mais extrêmement large. Alors que, en réalité, alors oui, effectivement, ils ont, entre guillemets, un empire vaste, mais la logique que l'on va avoir au Proche-Orient et la logique que l'on va avoir en Nubie n'est pas du tout la même. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé et vous a permis de mieux comprendre un petit peu la géographie de l'influence égyptienne au-delà de l'Égypte.
Alors, avant de conclure, hein, je vous rappelle nos 2 dernières publications. La nouvelle édition, donc édition 2021, de notre ouvrage sur les temples d'Abydos. Alors le volume 1 va concerner le temple de Séti Ier et de l'Osirian. Hein. Vous pouvez le commander sur Amazon ou directement auprès du magazine www.pharaon-magazine.fr ou sur papier libre évidemment. Et le numéro 47 qui fête nos 20 ans, qui est disponible sur abonnement, en kiosque et directement auprès de nos boutiques sur notre site internet. Merci de votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Au revoir.